Dans le retour au travail, c'est intéressant, pertinent d'avoir en tête un triangle de co-responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a tout le travail du burn-out à un niveau individuel sur ses causes personnelles du burn-out, sur certains traits de sa personnalité, sur son niveau d'exigence, etc. Mais il y a aussi vraiment dans l'autre part du triangle, la partie de l'entreprise, de l'employeur, et puis la partie de la société en tant que telle. C'est-à-dire quand on parle de l'aspect entreprise, employeur, que ce soit employeur, fonction publique, ASBL, etc., on va mesurer en fait, idéalement, il faut que l'employeur ait une analyse des risques psychosociaux. Par exemple, est-ce qu'il y a une surcharge de travail permanente? Est-ce qu'on donne les moyens nécessaires pour accomplir son travail? Est-ce qu'il y a un manque d'autonomie ou trop d'autonomie? Est-ce qu'il y a de la reconnaissance dans le travail? Est-ce qu'il y a une valorisation? Est-ce qu'on a quel est le type de leadership? Il y a vraiment énormément de thématiques qui peuvent être abordées. Et puis évidemment, l'aspect conflit. Est-ce qu'on on met plutôt les conflits, on les glisse sous le tapis, ou bien dans de la médiation de conflits, dès qu'il y a un souci, on ouvre la parole et on essaie de générer, de débloquer ce qui coince. Et puis au niveau de la société en tant que telle, on est clairement, et avec le Covid ça s'est amplifié, on est clairement dans une société où il y a des contraintes importantes d'un point de vue météo, il y a beaucoup d'incertitudes financières, socio-économiques, il y a un contexte global qui a été particulièrement difficile avec le Covid, avec une augmentation importante de l'anxiété. Donc tout ça fait que, en tant que burnie, c'est quoi ma part de co-responsabilité au sein d'un ensemble beaucoup plus vaste, et que quelque part il y a un curseur entre ma co-responsabilité, la co-responsabilité de l'employeur, qui est je ne sais pas où, entre 0 et 100, et puis la société en général dans laquelle on vit. Le retour au travail, c'est un moment pivot, tant pour le burn-out que pour l'employeur. Parce qu'au niveau du burn-out, clairement, il y a un risque d'anxiété. Pour lui, c'est de quoi suis-je encore capable de faire? Suis-je encore capable d'assurer certaines tâches? Comment vont réagir les collègues? Comment je vais me sentir compris? Est-ce que je vais me sentir jugé? Etc., etc. Il y a tout un questionnement de... La confiance en soi, elle revient aussi au travers des tâches, des actions que l'on pose. Et donc, dans le retour au travail, il y a tous ces questionnements que va vivre le burn-out. Mais il y a aussi au niveau de l'employeur, quelle image est-ce que je veux donner à ce burn-out, aux équipes en place? C'est-à-dire, est-ce que j'ai profité finalement de cette opportunité, même si elle est difficile pour le burn-out, mais est-ce que j'en ai profité pour me questionner sur quelles ont été les causes? Quelle est ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé? Donc, s'il y a un CPPT, par exemple, est-ce qu'il y a eu un questionnement de ces risques psychosociaux? Il faut avoir aussi également, évidemment, en tête pour l'employeur qu'il y a une obligation légale au niveau de l'Europe, au niveau Belgique, au niveau France, etc. Il y a une obligation légale, et il y a de plus en plus, en Belgique en tout cas, d'employés qui attaquent en justice leur employeur parce qu'ils n'ont pas mis les moyens nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux au sein de leur entreprise ou de leur organisation. Avant le retour au travail, on conseille vivement d'avoir un entretien de pré-reprise. Et ça, c'est dans la loi de Maggie de Bloch en Belgique. C'est un entretien de pré-reprise où l'employé et son N+1 ou un RH, ça dépend un petit peu de la structure évidemment, vont aborder ensemble comment est-ce qu'ils imaginent la reprise, dans quelles conditions, et évidemment on conseille ou on exige presque qu'une personne ne reprenne jamais à temps plein. C'est beaucoup trop délicat parce que la personne va devoir mettre des balises et que ça va être important, par exemple, si elle reprend à mi-temps, de voir si le deuxième mi-temps, est-ce qu'elle le passe au lit pour récupérer du stress qu'elle a à reprendre, ou est-ce qu'en fait, elle arrive à fonctionner normalement. Donc, il y a vraiment une période de transition à envisager avec l'employeur, et on va souvent conseiller un temps de 3 mois ou 6 mois, et de refaire le point après les 3 mois, après les 6 mois. Pour le burn-out, on va lui conseiller d'avoir des garde-fous, c'est-à-dire de planifier son temps de travail et ses temps de pause
Moi, je conseille vivement de garder un journal pendant les 2 années qui suivent. C'est important en fait de ne pas lâcher en fait l'équipe pluridisciplinaire qui le suivait, ou en tout cas au moins un coach ou un psy pour bien vérifier de l'état dans lequel il est et qu'il ne retombe pas dans ses travers. Et il faut souhaiter en fait au burnie qui retourne au travail en fait d'avoir une meilleure connaissance de lui et puis d'être beaucoup plus assertif, d'être capable à certains moments de pouvoir mettre ses limites et d'oser dire non. Ça, c'est aussi un apprentissage. C'est aussi ce que je fais dans les accompagnements individuels. C'est apprendre à être juste dans trouver le juste équilibre dans ce qui est possible pour moi et ce qui ne l'est pas et comment on envisage les priorités autrement, etc. Évidemment, pour reprendre le travail, il faut un travailleur qui a envie de reprendre et puis il faut un employeur qui a envie aussi qu'ils reprennent. Donc c'est dans quelle mesure en fait les choses se mettent en place et que l'employeur se rend compte que le burnie, c'est en général une personne qui est investie, passionnée, qui aime son travail, qui donne le meilleur d'elle. Donc ce serait dommage d'envisager de le licencier parce qu'en fait, c'est perdre un super élément. Ça, c'est clair. Mais donc, quand il y a un burn-out dans une organisation, ça va être pertinent de réfléchir avec les différents acteurs clés quels ont été les signaux et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter qu'il y ait d'autres personnes qui passent par cette problématique. Donc on parle de qui? Les acteurs de terrain, on va parler du comité de prévention et de protection du travail, on va parler du médecin du travail, on va parler des ressources humaines, du manager ou en tout cas du N+1, de la délégation syndicale s'il y en a une, de la personne de confiance s'il y en a une. Voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un ensemble d'acteurs de terrain, mais qu'on ne met pas d'office tous ensemble autour de la table pour réfléchir à ok, qu'est-ce qui a dysfonctionné et qu'est-ce qui devrait évoluer pour éviter qu'on perde encore des super éléments et qu'ils soient en arrêt pendant un certain temps pour se rétablir de leur burn-out. Mais c'est vrai que un burnie, quand il revient, il faut lui souhaiter d'avoir évolué, de mieux se connaître et donc il va sans doute y avoir du sable dans les rouages parce que les collègues vont se dire tiens, quand je lui demande de faire ça avant il l'aurait fait sans souci, eh bien là il va peut-être lui dire écoute je suis désolée, je ne vais pas pouvoir t'aider parce que moi j'ai déjà pas mal à faire, par exemple quoi. Donc il y a une évolution de cette personne dans ses meilleures connaissances et dans ses propres limites. Donc il y a un avant et un après. Au-delà des symptômes, ça va être intéressant de se pencher sur différentes choses. On peut se pencher par exemple sur la charge de travail. Est-ce qu'ils ont les moyens, les ressources nécessaires pour bien travailler? Est-ce qu'on favorise l'autonomie et une communication ouverte pour réfléchir aux priorités, aux urgences, etc. Est-ce qu'on a la possibilité de faire une enquête des risques psychosociaux pour améliorer les conditions de travail? Est-ce qu'on donne de la reconnaissance intrinsèque, extrinsèque? Est-ce qu'il y a une bonne communication au sein des équipes? Est-ce que les managers ont eu une formation en leadership vers un leadership qui correspond plus aux besoins actuels? C'est plus un leadership paternaliste, mais vraiment un leadership plus humain. Et notamment, moi, j'ai un programme qui s'appelle Connected Leaders. Donc, c'est comment je reviens à un management qui est beaucoup plus en intelligence collective. Il y a aussi la possibilité de favoriser un soutien au travers de la communauté de travail. Un questionnement sur on prône des valeurs, est-ce qu'il y a un alignement? Par exemple, on va prôner la justice, l'équité, et puis on voit que dans les faits, il y a un véritable grand écart entre les valeurs et ce qu'on voit sur le terrain. Il y a aussi comment est-ce qu'on réagit par rapport à des conflits larvés ou ouverts? Est-ce qu'il y a une médiation ou est-ce qu'on essaie plutôt de les glisser sous le tapis? Et lorsqu'il y a une charge émotionnelle importante, on va conseiller par exemple de proposer de l'intervision collective pour que les personnes puissent un peu lâcher le trop-plein. Ça dépend très très fort évidemment du type d'emploi que l'on fait et du milieu dans lequel on travaille. Mais l'intervision collective, c'est un moment clé pour justement aborder l'aspect émotionnel des choses, de ce que les collaborateurs vivent. Et donc comment est-ce qu'on peut lutter par exemple pour vraiment essayer de réduire et prévenir le burn-out? En fait, c'est en augmentant la résilience. Et donc, quelques idées pour augmenter la résilience, c'est
promouvoir du leadership à visage humain. Donc avec l'intelligence collective, avec des outils de communication non violente, avec de la médiation de conflits, etc. Il y a aussi une possibilité d'être beaucoup plus, d'apprendre, à être plus orienté solution qu'orienté problème. Donc c'est ensemble, on réfléchit à quelle solution est-ce qu'on peut mettre en place. On pourrait proposer des outils de mindfulness ou de méditation, de qigong. On peut proposer des moments de relaxation, des petits massages, des massages Douyin. Voilà, il y a toute une série de la cohérence cardiaque. On peut proposer toute une série de façons de se relaxer, de se détendre au travail. Et puis, il y a aussi, par exemple, avoir une attitude bienveillante, ouverte à la façon dont on se parle, dont on peut exprimer les choses de façon beaucoup plus simple et donc peut-être de mettre un peu moins de masque tout va bien alors qu'en fait ça ne va pas du tout et qu'on est complètement débordé et qu'on ne sait plus où mettre les yeux de la tête parce que ça va dans tous les sens. Donc, à quel point est-ce que je reviens à quelque chose de plus humain et du coup que tous ensemble, et pas uniquement le manager, que tous ensemble on réfléchisse à comment se sentir mieux, comment donner le meilleur de soi-même dans une structure, dans une organisation.